Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais préciser que ce webinaire est en français et en anglais et que vous pouvez donc choisir la langue qui vous convient. Démographie ascendante, exode rural, des villes qui ne cessent de s'étendre, l'urbanisation est un défi majeur dans nombre de pays en développement. L'Afrique subsaharienne, par exemple, s'urbanise plus vite que n'importe quelle autre partie de la planète. Déjà plus d'1 milliard d'habitants, et ils seront 2 fois plus d'ici à 2050. Dans une quinzaine d'années, Lagos abritera 77 millions d'habitants, Kinshasa 61 millions, Abidjan 21 millions et Bamako 19 millions d'habitants. Dans de nombreux pays en développement, cette explosion urbaine n'a pas été anticipée, d'où un terrible défi et en même temps une formidable opportunité. C'est aussi donc la raison du thème de cette conférence, face à l'urbanisation galopante dans les pays en développement, quelle solution? Et pour en parler, Oumar Sylla, qui est directeur pour l'Afrique d'ONU Habitat, Haroun Gourburoun, qui est conseiller pour les affaires commerciales et investissements à l'ambassade de la République de Maurice en France. Interviennent également des membres de l'équipe pluridisciplinaire constituée par le Conseil supérieur du notariat et l'Ordre des géomètres experts, Pierre Becquet, notaire honoraire, coordinateur de l'équipe, Eliane Frémaux, que je salue, c'est la seule représentante féminine pour le moment de cette conférence, qui est membre de l'Institut d'études juridiques, Hugues Perinet-Marquet, qui est président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière et qui est également professeur de droit à l'université Panthéon-Assas. Et enfin, Gérard Rouleau, délégué de l'Ordre des géomètres experts, qui sont présents dans cette salle. Alors, nos autres invités sont notaires en Afrique, Régine Dou-Collins, qui est présidente du notariat du Cameroun, et Fatoum Ballo Thiam à Dakar, au Sénégal. Ce webinaire est interactif. Vous pouvez poser vos questions via le chat qui est mis à votre disposition. Et puis, la conférence fait l'objet d'un enregistrement et vous pourrez visionner la vidéo sur la chaîne YouTube du Conseil supérieur du notariat. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le président du Conseil supérieur du notariat, David Ambrosiano. Chers amis, je tenais à vous saluer en introduction de ce webinaire organisé par le Conseil supérieur du notariat français en partenariat avec l'Agence des Nations Unies ONU Habitat et l'ambassade de l'île Maurice en France. L'urbanisation est un défi majeur dans de nombreux pays confrontés à une démographie galopante. Comme l'indique ONU Habitat sur son site, à la suite du phénomène majeur d'urbanisation, 6 personnes sur 10 dans le monde résideront dans les zones urbaines d'ici 2030.
Plus de 90% de cette croissance aura lieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'Agence des Nations Unies relève qu'en l'absence de planification et d'aménagement urbain efficace, les conséquences de cette urbanisation seront dramatiques. Dans de nombreuses villes, les effets se font déjà sentir. Manque de logements décents et essor des bidonvilles, infrastructures insuffisantes ou obsolètes, qu'il s'agisse de routes, de transports publics, d'approvisionnement en eau et électricité ou d'assainissement. Montée du chômage et de la pauvreté, explosion de l'insécurité et de la criminalité, problèmes de pollution et de santé, dévastation causée par des catastrophes naturelles ou humaines et autres désastres dus au changement climatique. En Afrique subsaharienne, par exemple, les chiffres sont impressionnants. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de citadins, ils seront 2 fois plus d'ici à 2050. Cette question de l'urbanisation est d'ailleurs dans l'agenda mondial. En ouverture d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à la nouvelle approche de l'ONU pour l'urbanisation rapide du monde en septembre 2017, la vice-secrétaire générale, Amina Dji Mohamed, a affirmé « Il est clair que c'est dans les villes où la bataille pour la durabilité sera gagnée ou perdue ». La question de l'urbanisation figure dans l'objectif 11 « Villes et communautés durables » des objectifs de développement durable, également nommés Objectifs mondiaux des Nations unies. Il s'agit d'un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Le dernier forum mondial urbain organisé par ONU Habitat à Abu Dhabi en février 2020 et auquel le notariat français a participé, traitait notamment de ce point. Il en sera de nouveau question lors du prochain forum mondial urbain à Katowice, en Pologne, en 2022 et proche de nous lors du sommet France-Afrique en octobre 2021 à Montpellier. Les intervenants de ce jour nous présenteront les enjeux, les problématiques ainsi que les solutions possibles. Des éclairages importants seront apportés à travers des expériences à l'île Maurice, au Cameroun ou encore au Sénégal. Une équipe pluridisciplinaire composée notamment de membres du Conseil supérieur du notariat français, de l'Ordre des géomètres experts et du professeur Hugues Périnet-Marquet de l'Université Panthéon-Assas Paris 2 proposera des solutions adaptées à chaque pays. Elle a élaboré 2 kits, l'un sur la copropriété et l'autre sur la vente sur plan. Je tiens à remercier les intervenants de ce jour pour la pertinence de leurs travaux et leur participation aux réflexions menées aujourd'hui pour contribuer à relever ensemble ces défis. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux. Alors, pour bien comprendre les défis de l'urbanisation dont vient de parler le président du notariat français, je vous propose tout de suite d'écouter les propos de 2 notaires qui vivent en Afrique, Régine Doucolins, qui vit et travaille à Douala, au Cameroun, et Fatoum Ballo, qui vit et travaille à Dakar, au Sénégal. Leurs propos ont été enregistrés tout récemment. Je vous propose de les écouter. Pour qu'on se rende bien compte des défis que pose l'urbanisation dans les villes en Afrique, il faut remonter un peu le temps, mais pour le constat qui est actuel est que le sort des agglomérations urbaines en Afrique, d'une manière générale, et au Cameroun aussi, où je vis, est préoccupant parce que l'ampleur réelle des besoins à satisfaire est immense. Depuis les années 1960, je parle des années d'accession de la plupart des pays africains à l'indépendance, le dynamisme urbain s'est manifesté par une croissance fulgurante à la fois du nombre des villes, de leur population et de leur surface bâtie. Alors, les besoins fonciers induits par la croissance urbaine sont considérables. Il en résulte une énorme demande de sol pour les logements, les équipements publics également, les loisirs, etc. Au regard de la demande, l'offre foncière reste limitée pour diverses raisons, notamment le manque de terrain accessible en termes de distance et surtout d'état des équipements. Pas de route, l'accès à l'eau et à l'électricité est difficile. Bref, ce sont des terrains qui ne sont pas toujours viabilisés et propres donc à une occupation en termes de logement.
Alors, du fait que la rareté des terrains se maintient, voire s'accentue sur le long terme, les propriétaires des terrains bien situés ont tendance à les conserver pour bénéficier de l'augmentation des prix que l'on observe généralement dans les zones urbanisées. Donc, ce phénomène de spéculation foncière ayant pour conséquence de rendre difficile de trouver des terrains aussi bien pour les activités immobilières du secteur privé, je pense aux activités des promoteurs immobiliers, que pour les collectivités publiques, en particulier pour l'implantation des équipements collectifs. À cela, il faut ajouter que le prix élevé du sol tend à produire une ségrégation sociale contre laquelle les politiques locales d'urbanisme ont le plus grand mal à lutter. Les populations défavorisées sont en effet rejetées à la périphérie ou dans des bidonvilles insalubres en raison des prix excessifs des terrains dans les zones centrales, péricentrales ou celles qui sont mieux dotées en équipements urbains. Donc, pour dire que l'urbanisation dans nos villes, peu ou mal maîtrisée, fait en sorte qu'il y a un réel mal-vivre. Aujourd'hui, au Sénégal, près de la moitié de la population, environ 50% de la population, habite dans les centres urbains. Donc, on est face à une extension des villes, parfois non maîtrisée, et cet essor nous met face à énormément de défis, comme la gestion des infrastructures, que ce soit routier, que ce soit les infrastructures d'assainissement, le transport. Et du coup, le code de l'urbanisme est en cours de modification et fort heureusement, les notaires, notamment la Chambre des notaires, est invitée à ces discussions. Voilà, je me tourne vers Oumar Sylla, qui est directeur pour l'Afrique d'ONU Habitat. Oumar, j'ai envie de savoir, que vous inspirent les propos de ces deux notaires africaines à chaud, comme ça? Tout d'abord, Alain, je vous remercie pour avoir associé donc, à cette discussion sur l'urbanisation en Afrique, mais aussi magnifier la bonne collaboration qu'ONU Habitat avec le Conseil des notaires depuis des années, moi-même directement impliqué dans ce partenariat. Mais je pense que ce thème aussi, elle est d'une importance capitale aujourd'hui, parce que si nous savons que les villes sont plus affectées par la crise du Covid-19, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons réfléchir si on veut aller vers un relèvement donc, des conséquences néfastes de ce Covid-19. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ce débat est important. Et comme tu l'as dit en introduction, comment on peut saisir cette opportunité pour vraiment promouvoir un développement économique et social cohérent, mais aussi qui profite à tout le monde. Et je pense que cette dimension d'inégalité est ressortie dans les deux discours qu'on a entendus du Cameroun et du Sénégal. Et comme ils l'ont dit aussi, je pense qu'aujourd'hui, la tendance urbanistique en Afrique aujourd'hui est irréversible, comme vous l'avez dit aussi dans votre introduction. Et l'Afrique fait partie des continents les plus rapides en termes d'urbanisation, même s'il est moins urbanisé. Mais je pense que la vitesse que nous voyons, et nous comptons que d'ici 2040, en effet, la transition démographique ou la transition urbaine va s'opérer en Afrique subsaharienne et qui est une réalité que nous vivons. Et comme aussi un élément favorable, comme tu venais de le dire, aujourd'hui, la population qui vit donc dans les villes en Afrique subsaharienne dépasse largement toute la population urbaine de l'Europe. Donc nous savons qu'il y a des phénomènes qui ont contribué à ça. Je pense que notre collègue du Cameroun en a touché quelques-uns, ce qu'on peut appeler les facteurs classiques avec le boom démographique en Afrique, mais aussi sans oublier la dimension historique de la migration avec le manque d'industrialisation en milieu rural et que la ville constitue un facteur d'attractivité en termes d'accès au travail, mais aussi en termes d'accès aux services de base. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de revoir quels sont les nouveaux phénomènes qui contribuent aussi à cette urbanisation accélérée. Et je pense que pour cela, je vais en parler de trois. Le premier, c'est les conflits que nous voyons en Afrique aujourd'hui. Donc rien que hier,
avec la visite du président donc, de l'Assemblée générale des Nations Unies au Kenya, on a discuté parce qu'il y a vraiment une crainte en Afrique avec tous les foyers de tension que nous voyons, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, mais aussi en Afrique australe, ce qui se passe, comment s'appelle, en Mozambique, dans le nord du Mozambique, aujourd'hui en Éthiopie. Je pense qu'il y a vraiment lieu de tirer la sonnette d'alarme parce que tous ces déplacements ont des impacts sur la zone urbaine. Parce que les populations vont chercher refuge dans les milieux urbains. Et aujourd'hui, d'après les statistiques 2020, plus de 7 millions d'habitants ont été déplacés à l'intérieur de leur pays, en Afrique subsaharienne, et plus de la moitié aillent dans les villes pour chercher des refuges, ce qui constitue aussi une pression énorme sur les services de base. On en a parlé sur les infrastructures, mais aussi le rôle des autorités locales dans la gestion de ces crises. Mais l'autre aspect aussi qu'il faudrait mentionner, c'est les changements climatiques qui bouleversent aujourd'hui le mode de vie des populations, que ce soit en milieu rural et en milieu urbain. On a vu ce qui se passe au Madagascar avec les populations qui fuient le milieu rural pour venir en ville pour chercher de la nourriture. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces phénomènes naturels aussi vont constituer à une accélération de l'urbanisation en Afrique et peut-être que certaines villes ou certains pays vont passer de 5% à 8% avec les mouvements de population. Et maintenant, en dernier lieu, la crise du Covid-19 avec ses impacts socio-économiques vont encore exacerber les inégalités. On a vu qu'en Afrique subsaharienne, plus de 56% de la population en milieu urbain vivent dans des bidonvilles, dans des situations précaires. Est-ce que cela veut dire en termes de pérennisation des interventions des politiques publiques? Je pense qu'il y a lieu à s'inscrire dans une dynamique un peu critique, mais aussi de chercher de nouvelles paradigmes dans la manière dont nous devons gérer l'urbanisation en Afrique pour en faire une opportunité, comme tu l'avais dit dans l'introduction, Alain, mais aussi pour éviter les erreurs que nous avons faites dans le passé en matière de planification et de gestion des villes. C'est pour dire qu'effectivement, je partage l'analyse et je souscris à la problématique majeure pour voir une perspective beaucoup plus positive de ces villes africaines. Comment on peut transformer ces villes en havre de paix, mais aussi en facteur de croissance économique pour les pays africains. À vous. Oui, Oumar, en tout cas, merci de ce panorama très complet qui intègre à la fois effectivement les conséquences de la Covid-19, des effets du changement climatique, hein, et puis évidemment aussi les conflits qui touchent encore pas mal de régions en Afrique. D'ailleurs, à ce propos, on a reçu un certain nombre de questions depuis le début de ce webinaire. Certains portent sur la Covid. D'une certaine mesure, tu y as déjà répondu et je t'en remercie. Certaines questions portent aussi sur les enjeux climatiques. Mais je vais te poser une question. Je ne sais pas si c'est possible, dans le cadre des programmes que développe ONU Habitat, de répondre à ce type de questions. Mais voilà, j'ai un anglophone qui dit « How high are you evaluating the environmental impact of building » À quel point est-ce qu'on peut évaluer, je dirais, l'impact des conséquences environnementales sur les constructions, j'imagine, en Afrique. J'ai une autre demande aussi qui touche aussi aux enjeux climatiques. L'Afrique, moins 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, mais moins 10% d'ici à 2050. Cet internaute demande, est-ce qu'on peut planifier un urbanisme sobre en carbone? Donc il dit que c'est majeur, mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est déjà, je dirais, dans vos plans, dans vos programmes à ONU Habitat, est-ce que c'est déjà des données que vous intégrez? Tout à fait, Alain. Juste pour partager une expérience, parce qu'il y a 2 semaines, j'étais en République démocratique du Congo, dans le nord du Kivu, où il y a récemment l'éruption du volcan. Et je pense qu'il n'y a pas plus pertinent de voir le lien entre pression démographique et les catastrophes naturelles que nous voyons. Comme nous le savons, la ville de Goma a doublé en 5 ans de population. Aujourd'hui, on parle de plus d'1 million de populations et qui vivent dans des zones sous le pied du volcan. Et en même temps, ce qu'on a constaté avec les séismes qui sont répétés là-bas, c'est un manque de respect des normes de construction. Parce que moi-même, j'ai eu à observer et à consulter tous ces bâtiments qui ont été affectés. Mais la pauvreté de la qualité de construction et autres, vraiment pose problème. C'est pour dire qu'effectivement, comme l'a dit le collègue internaute, aujourd'hui, face à ces défis climatiques, nous devons avoir un système de résilience et de construction qui s'adapte à un contexte de chaque pays. On ne peut plus continuer à construire sans pour autant voir la résilience de ces instruments. Ça, c'est un élément. L'autre élément aussi, je pense qu'on est bon en Afrique à avoir de bons codes
Et comme l'a dit la collègue du Sénégal, aujourd'hui le Sénégal est dans un processus de révision du code d'urbanisme pour pouvoir intégrer cette dimension environnementale en effet. Et aujourd'hui, l'application de ce code, comment on va le faire? Et c'est ça qui pose problème. Donc dans plusieurs villes africaines, la mise en œuvre de cette législation, de cette régulation, que ce soit au niveau foncier et autres, et c'est pour dire que donc il faut une autorité. Et c'est là pour la raison pour laquelle ONU Habitat aussi fait référence à une bonne gouvernance urbaine. Si on n'a pas une autorité, si on n'a pas de bonnes institutions qui œuvrent vers donc le renforcement de ces dispositions, je pense qu'on aura du mal à y arriver. Et je pense qu'il y a toute une éducation à apporter au niveau citoyen et civique pour un engagement plus ou moins cohérent avec nos institutions. Sur la question des émissions aussi, aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir notre politique de mobilité. Et comme on l'a dit, avec un agrandissement de la population urbaine, avec donc l'accès à des véhicules très faciles dans certaines villes, qu'il n'y a pas d'une proportion entre l'espace public, les routes et les nombres de véhicules. Et c'est là pour la raison pour laquelle beaucoup de villes africaines aujourd'hui font face, si vous voulez bien, à des embouteillages énormes. Et donc, il faut nous revoir nos politiques en matière de mobilité, mais aussi en matière d'énergie, parce qu'aujourd'hui, on tend vers l'énergie propre, qui est, je pense, que la tendance à promouvoir, parce qu'en Afrique subsaharienne, ce qui manque, ce n'est pas le soleil ou la terre. Donc, comment maximiser? Et je suis content que, comme on l'appelle, AFC, donc l'International Financial Corporation, travaille sur la promotion de l'énergie solaire en Afrique au niveau des bâtiments, mais aussi au niveau de plusieurs instruments que nous utilisons au quotidien. Donc, c'est pour dire que ces éléments sont fondamentaux dans l'approche de ONU Habitat, mais aussi pour étendre un peu l'approche de ONU Habitat. Aujourd'hui, nous avons une politique d'anticipation sur les problèmes d'urbanisation, parce que comme tout le temps, on a réagi à ces impacts. Et aujourd'hui, il y a des pays qui échappent même à un contrôle et il est difficile de renverser la tendance. Comment faire de telle sorte à éviter ces conséquences néfastes de l'urbanisation? Mais aussi le deuxième volet qu'il faut voir, Alain, c'est que la tendance de l'urbanisation aujourd'hui en Afrique, c'est vers les villes secondaires. On a des milliers de villes secondaires qui émergent chaque jour de terre en Afrique. Comment les encadrer dans le processus d'urbanisation, de planification et d'amélioration de la gouvernance urbaine? Je pense que ça, c'est des opportunités que nous avons en Afrique. C'est que si nous savons que les villes, d'une manière globale, produisent plus de 110%, donc ce qu'on appelle de produits domestiques internes, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Maximiser donc ces villes secondaires, c'est important. C'est pour ça que nous insistons sur la mise en place des politiques nationales urbaines pour au moins fixer une direction à ces pays qui est important. Donc, le deuxième point aussi, voir la planification physique urbaine comme étant un élément d'anticiper à l'extension des villes. Voilà. Oui, en tout cas, merci Oumar aussi d'avoir répondu aux questions des internautes. Et je précise d'ailleurs que nous avons prévu à la fin de ce webinaire tout un temps de parole pour pouvoir justement vous permettre de poser d'autres questions et que nos invités puissent y répondre. Alors là, en tout cas, merci Oumar d'avoir, je dirais, décrit l'ensemble des enjeux qui concernent finalement les défis de l'urbanisation dans les pays en développement. Alors évidemment, les questions économiques, de planification, d'anticipation, comme tu l'as dit, sont très importantes. Et je me tourne donc du coup vers le professeur de droit à l'université Panthéon-Assas, Hugues Perinet-Marquet. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une espèce de lien étroit entre la planification urbaine, tous ces enjeux-là, et toute la dimension économique? Oui, c'est évident, puisque l'activité économique nécessite forcément une implantation territoriale et elle nécessite d'avoir des terrains bien situés, bien desservis, bien équipés. Donc, si on veut développer l'activité économique, il faut forcément avoir ces terrains. Alors, le problème qui se pose, et qui ne se pose pas qu'en Afrique, qui se pose partout, c'est comment on va financer cette urbanisation, comment on va financer ces équipements. Et en fait, il y a deux techniques possibles. La première technique, qui est la plus simple, c'est tout simplement l'impôt, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est les finances publiques qui vont contribuer largement ou exclusivement au coût des équipements. Mais évidemment, pour que le système marche bien, il faut qu'il y ait d'abord une économie qui marche bien pour que l'impôt rentre et que grâce à cet impôt, on puisse faire des équipements qui vont générer à nouveau
une industrialisation ou des activités qui vont faire entrer de l'impôt. Ça ne marche pas partout, et même, je dirais, dans des pays où le système fiscal est performant, ben, ce n'est pas suffisant pour faire de l'urbanisation. Donc on a une autre technique qui est tout simplement de demander à une personne, un aménageur, de contribuer à l'aménagement, de prendre plus ou moins le risque de l'aménagement, et à ce moment-là, c'est le prix de vente des terrains qui va, a posteriori, financer l'aménagement économique. Mais, bien entendu, il faut là encore qu'il y ait un certain nombre de conditions favorables pour que l'opération marche. Et notamment, il faut être sûr que le prix de revente des terrains va couvrir le coût de l'aménagement. Et par exemple, aujourd'hui, alors évidemment, ce n'est pas ici à la situation africaine que je pense, mais à d'autres situations, on parlait du Covid, de la crise du Covid, eh bien on voit que les opérations d'urbanisation qui étaient financées essentiellement par la revente de terrains pour des commerces, des bureaux, le télétravail fait qu'il y a moins de bureaux, et puis l'e-commerce fait qu'on a remplacé une multitude de commerces par des plateformes logistiques plus grosses mais moins nombreuses. Donc il y a un problème, évidemment, de financement. Et puis, je voudrais aussi réagir parce que la question écologique, elle est fondamentale par rapport à cette économie. Et là, on est face à quelque chose qui est une contradiction très difficile à surmonter. Car les chiffres, là, en Afrique, sont effectivement impressionnants, je dirais presque effrayants quant au développement des villes. Car on sait très bien que si on veut limiter l'empreinte carbone, il faudrait d'une part réduire la taille des villes et pas l'augmenter pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait trop de transports générateurs de pollution, alors même si on peut penser que ce transport demain sera électrique. Et puis en plus, si on étend la ville, on artificialise les sols, donc on enlève des espaces verts qui sont des éléments de fixation du carbone. Donc, je dirais, il n'y a pas de solution vertueuse et il faut qu'un urbanisme réussi, ce soit un curseur qui soit placé en fonction des circonstances locales entre les nécessités et les possibilités économiques, les possibilités écologiques et puis la nécessité aussi d'un développement économique et urbain réussi. D'ailleurs, en tout cas, merci Hugues. Ce qui est clair, c'est en vous écoutant, c'est qu'évidemment la taille des villes doit être maîtrisée. Les enjeux environnementaux sont quand même capitaux de plus en plus, puisqu'on va vers un réchauffement climatique, puisqu'on n'arrive pas, je dirais, à faire baisser la moyenne de réchauffement de la planète. Et puis il y a aussi évidemment toutes les questions d'emprise foncière. Et je pense que dans la troisième partie de ce webinaire, c'est un sujet qu'on va aborder assez largement, notamment au travers de l'exemple de l'île Maurice qui a fait le choix de développer des smart cities qui intègrent justement les enjeux climatiques et une meilleure gestion de l'espace. Alors, c'est clair, on voit au terme de cette première partie tous les enjeux d'urbanisation, en tout cas dans les pays en développement. Une possibilité, une solution, c'est la construction en verticalité pour limiter l'emprise foncière des villes. C'est devenu une nécessité. Qui dit verticalité dit copropriété. Cette question est d'ailleurs à l'origine de la création de l'équipe pluridisciplinaire mise en place par le Conseil supérieur du notariat avec l'Ordre des géomètres experts et le professeur Périné Marquet. Mais avant de donner la parole à nos différents experts, je voudrais que nous écoutions à nouveau les deux notaires du Cameroun et du Sénégal qui justement nous parlent de cette question de la copropriété. Je leur ai demandé effectivement il y a quelques jours, est-ce que c'est une solution et en tout cas à quelles conditions la copropriété, la construction en verticalité peuvent être, je dirais, une réponse. Les constructions verticales et la gestion en copropriété ont de réels avantages. Parce que déjà, dans le centre, à Dakar, on est dans une presqu'île. Donc, il y a une certaine rareté des terres qui fait que lorsqu'on ne maîtrise pas l'extension de la ville et que les petites constructions foisonnent, l'accès au logement est très, très difficile. Donc, la copropriété constitue vraiment la solution actuelle et celle de demain pour permettre l'accès au logement, pour faciliter l'investissement, parce que les terres sont devenues trop chères pour bon nombre de citoyens. Et cela permettrait également une optimisation de la dépense publique, parce que comme je le disais tout à l'heure, il se pose des problèmes d'assainissement dans la plupart des quartiers. Donc, construire des immeubles permettrait une certaine mutualisation de ces infrastructures. Pour assurer un cadre de vie décent aux populations,
ces dispositifs de copropriété ont été mis en place. Depuis, je crois, au Cameroun, ici, depuis 1983, il existait une première version de la loi qui a été reprise dans les années 2010-2011 pour prendre en compte certains impératifs qui n'avaient pas été suffisamment repris dans la première version. Donc, cette copropriété verticale qui permet donc d'empiler les appartements les uns sur les autres peut être une solution. Il reste que, vu le pouvoir d'achat de la grande majorité de ceux-là qui sont en demande, ce sera une solution partielle. Ce sera une solution partielle pour autant que, également, l'on puisse, je parle maintenant sur le plan culturel, faire admettre aux gens qu'ils doivent pouvoir coexister dans ce genre d'équipement au bonheur de tous. C'est vrai que cette coexistence entraîne inéluctablement des litiges et des conflits. Les dispositifs légaux prévoient également la manière de les prévenir, voire de les résoudre. Mais bon, une chose est que la loi le prévoit, une chose est que tout le monde respecte la loi, pas simplement parce que c'est la loi, mais aussi parce que il faut qu'on puisse pouvoir vivre ensemble dans ce genre de bâtiment. Il y a une demande et c'est à cette demande que la loi par exemple, tente de répondre en permettant donc qu'elle soit affinée. Et aujourd'hui, l'État lui-même s'est lancé dans la construction de logements sociaux en copropriété. Là, il y a plusieurs immeubles. À Douala et à Yaoundé, il y a plusieurs immeubles qui sont déjà bâtis. Il reste simplement à finaliser l'obtention des titres de propriété pour ceux qui ont souscrit. Et les gens, l'engouement même des personnes, tous ces logements sont occupés, on en demande. Donc, ça veut dire que c'est tout. Voilà, donc je remercie Régine et Fatou pour la subtilité de leurs propos. Vous voyez, c'est très nuancé. Effectivement, elles considèrent que la construction en verticalité et je dirais la copropriété sont une bonne solution, mais il y a quand même un certain nombre de bémols sur lesquels on va venir avec nos différents intervenants. Alors, cette équipe pluridisciplinaire, j'aimerais d'abord poser une question pour bien comprendre dans quel cadre elle s'inscrit, en tout cas s'inscrit son expertise, son travail. J'ai avec moi donc Pierre Becquet, Eliane Frémaux et Gérard Rouleau. Les deux premiers représentent le Conseil supérieur du notariat et Gérard Rouleau représente l'Ordre des géomètres experts. Peut-être une question pratique d'ailleurs. Pourquoi déjà au départ avoir créé cette équipe, Pierre ? La création de l'équipe s'est en fait insérée dans la politique à l'origine des relations internationales du Conseil supérieur du notariat. À l'occasion de nombreuses missions, de nombreux voyages des notaires dans le monde entier, aussi bien en Afrique qu'en Asie, parce qu'on ne parle pas de l'Asie, mais l'Asie est aussi un continent qui est concerné par ces questions-là. On s'est aperçu qu'il y avait un besoin de nombreux pays soit d'actualisation des textes déjà en vigueur mais mal appliqués ou dépassés, soit de la mise en place de systèmes de copropriété là où il n'existait pas encore. Et donc le Conseil supérieur, très réaliste, et sur la bonne idée de notre ami Didier Nourissa, qu'il faut donner la paternité de cette création, a pensé qu'il fallait mettre en place une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire surtout associant les géomètres et les notaires, puisque tout qui dit copropriété dit évidemment participation de ces deux professions. Et avec les corrections nécessaires de l'universitaire spécialiste de l'immobilier qui est Hugues Périllet-Marquis. C'est donc, j'allais dire, la prise de conscience d'un besoin qui a été à l'origine de cette création pour mettre au point les outils qui permettraient de développer cette action internationale du Conseil supérieur du notariat. Gérard, un mot sur cette équipe auquel vous participez depuis des années aussi ? C'est vrai qu'en pratique, les géomètres experts sont présents pendant
l'ensemble du processus de mise en copropriété d'un immeuble. Ah, je crois qu'on Il y a vous un entend problème pas. de Alors, je vais vous redonner la parole, Gérard. Je voudrais alors me tourner vers Eliane. Eliane, on vient d'écouter donc à la fois Fatou et Régine. On se rend bien compte que, je dirais, la question foncière, la question de la gouvernance foncière est un sujet très important dans des villes qui ont tendance à s'étaler du fait de l'arrivée de nombreuses populations. Et d'autant plus, cette question sur le foncier est importante que j'ai une question là d'un anglophone qui dit in order to properly manage the land, information about this land is needed. Should land registration to be higher on political agendas at sub-Saharan countries? En fait, la gouvernance foncière, on se rend bien compte, tout ce qui concerne l'administration foncière, je parle à la fois des techniciens, des fonctionnaires, mais aussi tout ce qui concerne le cadastre, avec les techniques modernes je dirais, de satellites, sont des enjeux très importants. Comment vous réagissez à ce que disait finalement Régine principalement sur ces enjeux-là? Je crois que les enjeux, on les a connus en France, hein, ils ont existé et ils existent encore même aujourd'hui. Ce qui m'a frappé dans leurs propos, c'est qu'on sent qu'on connaît bien, on reconnaît les difficultés de l'aménagement, de l'urbanisation. Elles ont mis toutes les deux en force la difficulté d'avoir des terrains, la viabilisation des terrains. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, et c'est vrai, c'est un vrai sujet, c'est le fait de passer d'un habitat, j'allais dire, classique, la maison, à un habitat vertical, la copropriété, où véritablement c'est une expérience de vie nouvelle pour beaucoup. Et c'est là où l'importance de la loi prend vraiment force. À la fois, on dirait, j'ai envie de dire, à la fois de la loi, mais aussi, je dirais... de la technique qui suppose l'application de la loi. Et des habitudes culturelles, parce que pour chacun de nous qui sommes allés en Asie ou en Afrique, on sait très bien que ce que nous pouvons connaître modestement dans notre pays, et je dirais, n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans beaucoup de pays, je dirais, en Afrique ou en Asie, où les habitudes, les coutumes sont quand même très différentes, et où l'occupation d'espace est aussi différente, parce que c'est ainsi. Donc je me retourne vers Gérard. Donc, en fait, Gérard, d'abord, rappelez-nous donc, pour bien comprendre l'intervention des géomètres experts dans cette équipe pluridisciplinaire, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure au début, que les géomètres experts sont toujours présents dans toutes les phases du processus de mise en copropriété d'un immeuble, puisque les géomètres experts interviennent en amont pour la rédaction des plans, par exemple, et puis au final pour l'établissement de l'état descriptif de division. Et la collaboration notaire-géomètre est importante à plusieurs étapes de la mise en copropriété. Tout d'abord dans le conseil et le choix de la division verticale de l'immeuble, puis dans les différentes phases qui vont finir par aboutir à la rédaction de l'acte déclaratif de mise en copropriété. Et je vais simplement reprendre les propos d'un congrès des géomètres experts dont le thème était la copropriété et ses alternatives, hein, où tous les gens ici y participaient par exemple, où à l'issue de ces échanges, particulièrement avec justement maître Didier Nourissa, qui intervenait aussi, nous avions schématiser un petit peu nos rôles respectifs en une formule. C'était que le géomètre était l'œil du notaire et le notaire était la plume du géomètre. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'un ne va pas sans l'autre et finalement, en rassemblant les termes cette plume et cet œil, je trouve qu'on obtient une bonne devise de nos interventions communes dans une mise en copropriété d'un immeuble. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, on va maintenant s'arrêter sur une des premières missions qui a été conduite par l'équipe pluridisciplinaire et qui les a conduits, en tout cas une partie de cette équipe, à Maurice. Eroun Gourburoun, à chaque fois que je prononce votre nom, j'ai peur de l'écorcher, je vous prie de m'en excuser. Mais donc, vous êtes conseiller pour les affaires commerciales et investissements à l'ambassade de Maurice en France. Je vais vous appeler Eroun maintenant, ce sera plus simple, ça m'évitera de m'enfoncer dans un défaut de prononciation. Alors, d'abord, expliquez-nous un petit peu, comment au départ avez-vous, je dirais, lancé cet appel d'offres et j'ai envie de vous demander aussi pourquoi, en fait. D'abord, bonjour, et puis je remercie le Conseil supérieur du notariat pour cette invitation et permettre de partager l'expérience de Maurice.
Mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, de resituer le contexte de l'immobilier à Maurice, parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Oui, j'ai simplement oublié de préciser qu'il s'agit donc d'un appel d'offres qui porte sur les Smart Cities, hein, un ensemble, un programme, un ambitieux programme des Smart Cities. Voilà, je vous redonne la parole. Voilà. Donc Maurice, comme vous le savez, c'est un petit État insulaire dans l'océan Indien, avec un territoire de moins de 2000 km² de superficie, donc c'est pas très grand. Et forcément, avec un foncier qui est aussi petit que ça, clairement, l'aménagement du territoire, la gestion du foncier sont absolument stratégiques. Et l'État mauricien, depuis l'indépendance de Maurice en 1968, donc il y a un peu plus de 50 ans, donc, a toujours fait des choix très judicieux, justement, en étant très prudent et avoir une approche très conservatrice dans le développement de son foncier et dans l'aménagement du territoire. Et c'est important de rappeler dès le départ, Maurice, à l'indépendance, c'était une île qui était fondamentalement agricole, c'était que de la canne à sucre qui recouvrait toute l'île, et donc le foncier était surtout protégé pour justement la culture de la canne. Donc il y avait très peu de développement immobilier à cette époque. Petit à petit, l'État s'est engagé dans une politique de diversification économique. On a eu évidemment la grande vitrine aujourd'hui, la carte postale que tout le monde connaît donc à travers le tourisme. Maurice est une île très connue aujourd'hui dans le monde pour la beauté de ses plages, etc. Le tourisme, il a été un des premiers secteurs qui a été développé. Et le tourisme, c'était du tourisme de resort. Et donc ça a apporté le développement des complexes hôteliers. Et c'est important de rappeler que les premiers hôtels ont été construits dans les années 70. Mais déjà à cette époque, l'État mauricien a pris des décisions en matière de règles d'urbanisme qui étaient assez surprenantes, mais qui a protégé finalement l'île. Cette règle était toute simple. Si, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter Maurice, vous avez dû remarquer que sur le littoral, les hôtels ne sont pas construits en verticalité. Les hôtels sont limités à R+2. Et c'était cette règle qui a été bâtie, en fait cette règle très simple à l'époque que quelqu'un donc avait énoncée, c'était que ça ne devait pas dépasser la hauteur du plus haut cocotier. Et aujourd'hui, c'est ce qui a permis de protéger le littoral mauricien et de ne pas faire comme on a vu dans d'autres pays similaires à Maurice. Mais très rapidement, on a continué cette diversification. On est arrivé vers la partie industrielle avec notamment l'industrie textile. Donc on a eu l'immobilier industriel. Puis ensuite, on s'est diversifié vers les services. On a eu l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, l'immobilier de loisirs. Et c'est ensuite vers les années 2000 qu'il y a un changement donc important dans la politique mauricienne. Maurice donc a toujours protégé son foncier. Ce foncier n'était pas ouvert, enfin, là je parle principalement de l'accès à l'immobilier résidentiel, n'était pas ouvert par exemple aux étrangers, donc qui ne pouvaient pas acheter à Maurice. Et cette loi, elle est toujours comme ça. Mais avec les défis de la globalisation, Maurice fait le choix d'ouvrir son économie. Donc il y a eu des grandes réformes qui ont été apportées dans les années 2000. Et donc cette réforme a permis notamment l'ouverture donc de l'immobilier résidentiel aux étrangers, mais dans un cadre qui reste très contrôlé. Donc ce sont des promoteurs qui doivent soumettre un projet à l'État mauricien, obtenir un agrément selon un cahier des charges et ensuite développer ce projet. Et ça a eu un succès rapide, énorme, donc avec beaucoup de demandes, et ça a permis de développer l'immobilier résidentiel. Et il faut souligner aussi quelque chose qui est très important, qui a été à la base de ce succès, c'est que Maurice était une ancienne colonie française et ensuite une ancienne colonie britannique. Mais Maurice a fait ce choix intelligent de conserver dans son système juridique, qui est un système assez unique au monde aujourd'hui, avec le Code civil français, le Code Napoléon que Maurice a conservé, donc avec le Code pénal, le Code du commerce et notamment le droit immobilier et le Common Law britannique donc intégré. Et le fait que Maurice a conservé le Code civil, donc on avait un système, un droit immobilier qui était très proche du droit français, notamment un système notarial à la française. Les actes à Maurice sont rédigés en français, enregistrés, donc on trouve le même système. Et donc c'est ce qui a attiré très rapidement notamment beaucoup d'acheteurs français. Et donc suite à ce succès, Maurice aussi a souhaité accélérer le processus. Et ce processus aussi venait sur ce qu'on appelait la nouvelle urbanisation de Maurice. Il faut savoir que les villes existantes, c'était des villes qui dataient de l'époque de la colonisation française. Et donc quand on est arrivé à cette partie-là, on s'est posé la question, donc avec le foncier maintenant un peu moins important au niveau de l'agriculture, au niveau de la canne, donc
ont pensé à un nouvel aménagement du territoire, donc cette nouvelle urbanisation. Et c'est là que l'État mauricien vient en 2015 avec ce projet de Smart City. Donc l'État mauricien met en place un cadre pour développer ces Smart Cities. Et là, ce sont des grands ensembles d'aménagements sur plusieurs centaines d'hectares de terre et à multi-usage, mixte. Donc on trouve du résidentiel, des bureaux, du loisir. Donc très rapidement, on s'est retrouvé confronté à une situation très problématique parce qu'on s'est rendu compte que on va retrouver, il y a un grand promoteur et puis il peut y avoir des sous-promoteurs, différents propriétaires, etc. Donc d'où la notion de la copropriété s'est retrouvée donc problématique parce que le code civil mauricien n'avait pas beaucoup évolué. Et c'est ce qui vous a amené, je dirais, à faire appel, donc, enfin vous avez lancé un appel d'offres. C'est ça. Je tiens à préciser d'ailleurs en ce qui concerne les Smart Cities que ça répondait, en tout cas ça répond à de nombreux enjeux. Vous le disiez, à la fois économique, à la fois, je dirais, de perspective, de développement, de se tourner vers l'avenir et d'essayer de passer un certain nombre de caps, mais aussi, vous prenez en compte dans une Smart City ce qui veut dire une ville intelligente, mais une ville intelligente, c'est-à-dire ce que vous disiez, c'est-à-dire ça cumule à la fois le lieu d'habitation et l'habitat pour éviter les déplacements en transport, donc la pollution de l'air, la mobilité, je dirais aussi un certain nombre de considérations en termes de construction intelligente, qui vont garder, je dirais, une température constante en évitant d'allumer le chauffage ou la climatisation quand c'est nécessaire, en termes de mobilité, d'intermodalité, c'est-à-dire ce sont des enjeux climatiques qui sont pris en compte. Et donc, ce projet est mis en route et vous vous rendez compte à ce moment-là qu'il faut, je dirais, faire évoluer la loi mauricienne, qui est, comme vous le disiez, en partie de droit continental. Vous faites cet appel d'offres qui est, je dirais, remporté par l'équipe pluridisciplinaire CSN, Conseil supérieur du notariat et Ordre des géomètres experts. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? C'était pas juste, on se rend bien compte, au vu de ce que vous dites, que c'était pas juste de la gestion de copropriété. Il y a eu la nécessité, je crois, d'une évolution de la loi. Tout à fait. Ça a été une décision absolument stratégique et il faut dire que nous sommes absolument ravis et heureux de ce partenariat qu'on a eu avec le Conseil supérieur du notariat et l'Ordre des géomètres parce que ça a permis de moderniser tout le cadre légal de l'immobilier à Maurice. Et il faut dire que ça a été fait sur une période relativement courte et rapide. Il y a eu un réel engagement à la fois du côté public de l'État et de ses institutions, des privés avec les promoteurs, avec les différents intervenants et aussi évidemment de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc en moins de 2 ans, l'étude a été faite, les propositions ont été faites, ont été débattues avec l'ensemble de l'écosystème, la loi a été votée et mise en application. Et je peux vous dire, aujourd'hui, grâce à ces changements, cette évolution du Code civil mauricien, ça a permis finalement un développement beaucoup plus rapide et même des retombées qu'on n'attendait pas. Bon, forcément, au niveau des Smart Cities, clairement, ils ont pu structurer de manière beaucoup plus intelligente, donc encore une fois, leur projet, de pouvoir attirer aussi d'autres partenaires qui se sentaient en sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle de l'immobilier, le mot essentiel pour réussir, et surtout que nous sommes ouverts donc vers l'étranger, c'est la confiance et la sécurité. Et je crois que ce cadre, c'est ce qu'il a apporté. Donc pour les Smart Cities, ça a été très bien pour leur décollage. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont très avancés en matière de construction, c'est-à-dire ce n'est plus des projets, ce sont des réalités. Mais on a vu aussi des retombées sur les villes existantes. Comme je vous le disais, ce sont des villes anciennes qui se sont construites un peu au fil de l'eau, avec l'évolution de l'économie mauricienne. Et ces villes, aujourd'hui, viennent avec des projets, des plans de réurbanisation ou de régénération de quartiers, mais qui se basent sur justement ce code civil. Un autre exemple que je peux vous citer, qui a été réussi grâce à ce nouveau cadre, c'est Maurice vient d'implémenter son métro léger, qui est quand même une belle infrastructure aujourd'hui entre la capitale et qui va arriver au centre donc, de l'île à Cœur-Pipe. Donc là, on a déjà fait un peu plus de la moitié du projet. Et donc, dans le cadre de ce développement de ce métro léger, il y a des terminaux urbains qu'on développe. Ces terminaux urbains, c'est comme un peu on voit aujourd'hui en France dans les grandes gares, qui sont à multi-usage. Ce n'est pas juste pour gérer le flux des passagers, oui, mais c'est aussi l'aspect commercial, mixte, bureau, etc. Aujourd'hui, le plus grand là, donc, va être inauguré d'ici quelques mois, qui est à Port-Louis, le terminal urbain de Victoria à Port-Louis. Ceci a pu être réalisé parce que les promoteurs, et c'est un projet privé,
ces promoteurs ont pu constituer ce projet grâce à la sécurité que ce cadre apportait. Donc c'est vraiment des retombées très concrètes. Alors on va écouter Oumar Sylla qui voulait prendre la parole juste dans un instant, mais Pierre, je voudrais juste vous poser une question. Quand vous avez répondu à cet appel d'offres, vous êtes intervenu, est-ce que vous attendiez, je dirais, que vous avez une idée globale des questions que vous alliez devoir résoudre? Ou est-ce que vous vous êtes dit, parce que c'est vrai, on peut parler de copropriété, de gestion de copropriété, j'imagine que vous vous êtes dit, oups, la problématique est plus globale. C'est vrai que l'appel d'offres était consacré uniquement au développement des smart cities. Et on s'est très vite aperçu, à l'étude des textes, qui est préalable à tout travail, qu'il y avait un certain nombre de blocages dus à la nécessaire réactualisation de la loi, notamment en matière de copropriété, mais il y avait d'autres éléments qu'on a vus au fur et à mesure. Et j'allais dire, c'est un peu, ça servira de transition avec la suite, je pense, mais c'est peut-être ce qui explique la nécessaire intervention de l'expertise sur la base des travaux que nous avons faits. Et j'ai l'expérience aussi, outre celle de Maurice, du Cameroun, où finalement on est allé faire une mission sur la réforme de la loi sur la copropriété, et on s'est aperçu au bout de 2 ou 3 jours qu'il fallait réformer la publicité foncière, le cadastre, etc. Et donc, j'allais dire, je crois que la nécessaire intervention des experts sur le terrain, et ça explique par souvent la découverte de champs à revoir qui sont beaucoup plus grands que l'objet spécifique de l'appel d'offres. Dans son intervention, dans sa prochaine intervention, d'ailleurs, Régine Doucolins parle de cette mission, on va y revenir. Donc, Oumar Sylla, vous vouliez prendre la parole, j'imagine, pour réagir à ce qui vient d'être dit sur, je dirais en tout cas l'exemple de Maurice, et j'aurais peut-être une question derrière à vous poser. Oumar. Merci Alain. Je pense que la question fondamentale relative au foncier, elle est importante, surtout dans la perspective africaine. Et aujourd'hui, je pense que la question foncière constitue un blocage à beaucoup de choses en matière de développement d'une manière générale. Parce que si on voit, par exemple, combien de personnes en Afrique subsaharienne ont accès au cadastre, actuellement, on parle de 70% des terres qui ne sont pas enregistrées ni immatriculées dans un contexte d'évolution et de modernisation des systèmes, mais aussi il faut revoir les coûts que ça implique. Aujourd'hui, combien de membres de la population peuvent donc aller au cadastre et payer le coût que ça demande, ou même aller dans des transactions au notaire. C'est pour ça aussi que la dimension culturelle que tu as évoquée au début, elle est très importante. Toute la question maintenant, c'est de voir comment aller vers une mutation de ces formes de tenue, mais d'un point de vue démocratique et égalitaire, qui ne crée pas, si vous voulez bien, des frustrations. Et ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou au Sénégal ailleurs, donc il y a un problème de gouvernance qui se pose à ce niveau. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on débloque cette question foncière en Afrique de manière participative, mais aussi de manière à répondre aux préoccupations de politique publique de l'État en termes de promotion des investissements. Aujourd'hui, il y a un grand blocage de la promotion immobilière parce que l'accès au foncier pose un problème. Ici, au Kenya, le foncier est tellement cher qu'aujourd'hui, ça va se répercuter sur les coûts de logement et d'accession aussi. Donc, ça veut dire que c'est un problème à revoir. Et quand on fait le lien entre le foncier et la construction en verticale, on voit réellement, donc si tu voulais, une interdépendance à ça. C'est pour ça que je suis d'accord pour une construction en verticale, parce qu'aujourd'hui, il faut voir la densification. Et comme l'a dit la collègue du Sénégal, dans l'utilisation des infrastructures de base, la densification aide beaucoup. Mais aussi, on ne peut pas continuer à vivre, si vous voulez bien, à surpeupler certaines capitales comme Dakar. Tout le monde ne peut pas aller à la capitale. La question, c'est de voir comment créer d'autres centres d'intérêt et d'investissement dans ces territoires, dans ces villes ou dans ces pays pour diversifier un peu les activités économiques. Et je pense que c'est là où il y a la solution. Vous voyez l'exemple de la Chine, quel que soit l'espace qu'ils ont, ils construisent en vertical. Mais en même temps, ils développent des zones industrielles qui permettent une diversification, mais aussi donner le choix aux citoyens en matière d'accès à l'emploi. Je pense que cette dimension de diversification économique et territoriale est très, très importante pour juguler donc cette concentration humaine au niveau des grandes villes. Et je suis content de voir des villes comme Dakar avec Diamniadio, c'est un exemple, mais aussi la délocalisation des capitales comme en Tanzanie avec Dodoma peuvent être des exemples à suivre
pour voir la question de manière beaucoup plus près. À vous, Alain. Merci beaucoup. Oui, en tout cas, merci Oumar de cette réponse. Je vais vous en poser une autre d'ailleurs derrière, mais je voudrais simplement lire l'intervention d'un internaute qui nous concerne, puisqu'il dit « Merci pour l'exemple de Maurice. Le cas du Rwanda montre aussi l'importance de la volonté étatique. » Et là, Oumar, je te demanderai de valider cette assertion. « Le foncier du pays est entièrement digitalisé, accessible publiquement. Cette transparence est une garantie pour les investisseurs. Une opération de lotissement peut être menée en moins de 6 mois. » Alors, je voudrais simplement, au vu de ce que tu disais, et avant que tu réagisses sur cet exemple, Oumar, si on t'entend bien, la gouvernance, évidemment, je dirais le système politique, la planification, les enjeux qui sont liés à la gouvernance foncière sont très importants. Tu as parlé de la cherté des terrains. Et quand je t'entends parler comme ça, j'ai en tête une expression que tu as utilisée quand on a préparé ce webinaire, c'est la cohésion sociale. Parce qu'au fond, quand tu dis Dakar ne peut pas s'étendre indéfiniment, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça mange trop sur les terres. Ça veut dire aussi que ceux qui vivent sur ces terres ou qui exploitent les terres, je pense à ces paysans, qui n'ont pas toujours d'ailleurs de documents fonciers, il y a aussi des enjeux humains qui sont vraiment liés au quotidien. Et l'expression qui me vient à la tête, c'est cohésion sociale. Oumar ? Tout à fait, Alain, parce que si vous voyez bien, la terre est objet de conflit dans plusieurs pays africains. Et la raison de ça, ça se comprend bien. Donc ça fait recours à mes pensées anthropologiques, parce que j'ai travaillé sur la question avec Étienne Leroy, donc de Paris 1 pendant des années, sur l'aspect légitimité et légalité. Donc, comme tu l'as dit, on a un système juridique relatif à la gestion des terres qui ne colle pas aux réalités locales. Et c'est ce travail que les politiques foncières sont en train de faire aujourd'hui en Afrique pour trouver, si vous voulez bien, un middle ground entre ces différentes unions foncières, mais en tenant compte de l'intérêt des populations, mais aussi du rôle prérogatif de l'État en matière de promotion des services publics. Donc, il y a des formules qui marchent aujourd'hui. Donc, c'est vrai, le Rwanda, c'est un cas spécifique dans la mesure où ils ont réussi à mettre en place un cadastre, donc un système d'information foncière, mais aussi l'immatriculation foncière dans ce pays. On peut le faire en une semaine et avoir les documents. Mais ce qui se passe ailleurs aussi, c'est différent de ça. Et c'est là où intervient la question, si vous voulez bien, de l'autorité et en même temps donc, de leadership qui est très, très important dans la question foncière. Et l'autre aspect aussi, quand on parle de verticalité, c'est la mixité sociale. Il faut éviter que ce système de conscience de verticalité tend vers une ségrégation sociale. Et c'est ce qui se passe aussi en Afrique du Sud, où on a des quartiers riches où les gens peuvent avoir accès à ce type d'habitat, mais l'autre part, on a des bidonvilles qui bougent, qui émergent. Et ça, par exemple, au Kenya, à côté de chaque ville résidentielle, à chaque côté de quartier résidentiel, c'est pour dire qu'effectivement, cette dimension d'égalité sociale, elle est très, très importante en matière de mise en œuvre des politiques publiques. Et je suis content qu'en France, dans les 10 dernières années, on a beaucoup social avec le système de condominium qu'ils ont mis en place pour ne pas tenir compte des catégories sociales ou de types de revenus, mais s'assurer qu'il y a une cohésion sociale. Je pense qu'elle est très, très importante quand on voit l'aménagement de terrain, mais aussi la planification d'une manière générale, donc voir comment tenir compte des différentes catégories, mais aussi la dimension environnementale qui est liée à ça, parce que là où les gens n'ont pas de revenus, ils vont utiliser la nature pour subvenir à leurs besoins, que ce soit en bois de chauffe ailleurs. Donc vous voyez donc la triangulation entre cohésion sociale, donc mixité sociale et aussi vulnérabilité des populations qui doit demander une politique intégrale donc des gouvernements en matière de prise en charge de la demande sociale. À vous, Alain. Oui, Oumar, beaucoup de questions d'ailleurs nous arrivent en ce qui concerne ce webinaire. Beaucoup de questions portent sur les enjeux environnementaux. Là, j'ai sous les yeux l'intervention d'un internaute qui parle des risques industriels dans les plans. Est-ce qu'ils sont pris en compte, ces risques industriels, dans les plans d'urbanisation en Afrique? Une autre question qui porte sur, qui est plus tournée, je dirais, sur les enjeux de construction. Est-ce qu'il y a, dit-il, des moyens respectueux sur le plan environnemental et des moyens, je dirais, abordables en termes financiers pour construire des maisons, des bâtiments utilisant je dirais, les matériaux locaux, enfin qu'on réutilise de cette mesure, on parle de recyclage. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce sont ces questions, enjeux industriels, utilisation de matériaux réutilisables, réutilisés, est-ce que ce sont des enjeux que vous prenez en compte à ONU Habitat?
Effectivement, Alain, les enjeux industriels et environnementaux, ça répond au type de planification que nous voulons mettre en place. Et c'est dans cette logique qu'on parle même de master plan avec les zones économiques d'investissement qui sont très éloignées des espaces résidentiels pour ne pas créer des dégâts. Et ce qu'on a vécu à Beyrouth il n'y a pas longtemps avec l'explosion du port, c'est un élément donc pertinent de cette dimension de risque industriel et de hasard qu'il faut prendre en compte dans la planification spatiale. Et pour répondre à cette question, pour moi, tout est question d'avoir de bons plans, mais aussi d'envisager des sites qui sont appropriés à ces activités industrielles sans pour autant mélanger avec les activités, comme on dit, résidentielles. Et c'est là où répond le plan. En ce qui concerne les matériaux de construction, je pense qu'aujourd'hui, cela a contribué beaucoup à l'augmentation des prix des loyers, mais aussi des prix de construction, parce qu'en Afrique, jusqu'à présent, on importe tous les matériaux de construction et on n'exploite pas ce que nous avons, le potentiel que nous avons. Et cela aussi a un coût énorme contre l'économie locale. Donc, si on doit toujours importer, payer les taxes au détriment, et cela, nous, en termes de logement, nous voyons cette dimension comme étant, comme on dit, une chaîne de valeur au niveau de ONU Habitat. Pour nous, le logement, c'est pas seulement le bâtiment, mais c'est tous les ensembles qui viennent avec lui en termes de création d'emplois, en termes d'innovation, mais aussi en termes de technologie. Et aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas encore généralisé. On a vu des innovations majeures dans certains pays avec le recyclage. Des plastiques pour en faire des matériaux de construction, pour en faire des pavages, pour en faire des matériaux que les gens peuvent utiliser pour améliorer l'environnement de la maison. C'est pour dire qu'effectivement, il y a plein de recherches à faire, mais aussi il y a plein de mesures politiques et fiscales à prendre pour promouvoir, si vous voulez bien, la fabrication locale des matériaux de construction qui peuvent contribuer à créer des emplois, mais en même temps à renforcer l'économie locale. Et je sais qu'on est un peu loin de cette dimension, mais je pense qu'il faut commencer et voir d'un point de vue politique et légal qu'est-ce qu'on a besoin pour promouvoir cette dimension économique du logement. À vous. Oui, Hugues Perrinet-Marquet, quand Oumar parle de chaîne de valeur, j'imagine que ça vous parle. Oui, c'est beaucoup. Il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Ce qu'il vient de dire effectivement sur l'importation des matériaux de construction. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur cette question de la construction, elle ne concerne pas que l'Afrique, puisqu'on est aujourd'hui en France en relative pénurie de matériaux de construction, tout simplement parce qu'il y a une mondialisation de ce marché et que les gros utilisateurs de ces produits, la Chine par exemple, eh bien, font qu'il y a une raréfaction et que on se demande, par exemple, sur certains chantiers français, si on n'aura pas 3 mois de retard, si on ne va pas être obligé de les arrêter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, ne concerne pas que l'Afrique et qui pose la question des limites de la mondialisation. Et puis, le deuxième point qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'était le lien entre verticalité et, je dirais, ségrégation sociale. Parce que je crois qu'il n'est pas systématique dans aucun des deux sens. Et là, ça varie beaucoup en fonction des lieux et des modes de vie, finalement. Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que quand on prend des villes moyennes, le souhait de la plupart des personnes qui ont un peu d'argent, c'est surtout pas de vivre dans un immeuble vertical, mais d'avoir leur maison à elles. Et on sait qu'en France, par exemple, on est en train de lutter contre cette propension assez forte. Par contre, effectivement, dans d'autres villes où l'habitat est plus informel, eh bien, le signe même de la richesse, c'est de pouvoir habiter dans un appartement copropriété. Donc il n'y a pas de lien absolu, mais en tous les cas, il faut absolument faire attention que la création de l'immeuble vertical ne soit pas la création d'un immeuble encore plus ségrégationniste. Je suis toujours étonné quand je vous entends parler, professeur de droit, oui, de votre capacité à intégrer dans vos interventions des enjeux qui sont économiques, environnementaux. Oui. C'est un vrai bonheur de vous entendre parler. Je vais vous donner la parole parce que j'ai effectivement Gouroun qui voudrait prendre la parole, mais je voudrais d'abord qu'on se pose 2 secondes. On va revenir sur l'exemple de Maurice. Je vous le disais, cette équipe pluridisciplinaire mise en place par le CSN et l'Ordre des géomètres experts est intervenue à Maurice, donc on va revenir sur cet exemple-là. Tout à l'heure, Pierre Becquet l'évoquait, elle est intervenue sur Cameroun.
Elle a mis en place aussi 2 outils qui sont très complets, mais qui ne sont, comme leur nom l'indique, que des outils. Ça, c'est le kit de copropriété qui a été mis en place par cette équipe pluridisciplinaire. Et puis, un autre kit qui est venu ensuite, mais on a envie de dire que c'est dans la logique de la gestion de copropriété, qui est un kit de vente d'immeubles sur plan, VFA, vente en état futur d'achèvement en plus court, mais ça relève un peu du même champ. Ces 2 outils, effectivement, peuvent servir les interventions sur le terrain. J'aimerais qu'on écoute là tout de suite Fatou Mballo et Régine Dou-Collins. En fait, j'aurais posé une question très simple. Est-ce que, je dirais, l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire comme celle qui a été mise en place peut être utile dans leur propre pays? Et voici ce qu'elles disent. Ce type d'expertise serait très utile au Sénégal, dans la mesure où Dakar se développe énormément de manière verticale et de plus en plus les autres régions et les différents pôles urbains qui sont en train d'être développés. On utilise de plus en plus des mécanismes comme la vente en état futur d'achèvement. On reçoit des documents en tant que notaire, par exemple, sur lesquels on doit travailler, qui nous sont donnés par d'autres professionnels avec lesquels on interagit. Donc, effectivement, des lignes directrices ne peuvent être que les bienvenues, même si tout cela est réglementé. Il faut juste sensibiliser et les professionnels et les populations. Au Cameroun, oui, je pense qu'il y a certainement un problème de mise en pratique de la loi. Et je sais qu'il y a quelques années, il y a un groupe de travail ici du CSN qui était déjà venu à la demande du ministère des Domaines, qui s'occupe un peu de la mise en place des structures légales de la copropriété. Et donc, il y avait longuement travaillé avec le ministère des Domaines, les directions chargées du cadastre également, et même ceux qui avaient des notaires qui avaient participé. Alors, cela a eu lieu, je crois, dans les années, je crois que c'était en 2017. Aujourd'hui, rendu à 2021, on n'a pas encore, à ma connaissance, sorti de type de propriété relatif à un lot en copropriété. Et je crois savoir qu'il y a encore quelques besoins pratiques qui n'ont pas été couverts. Je crois que l'appui du groupe de travail spécialisé dans le domaine dans lequel d'ailleurs Pierre Becquet ne serait pas inutile. Il faut savoir qu'ici, on a un peu tendance à avoir la science infuse dans l'administration. Je crois qu'il y a un problème. Bon, au-delà même de l'administration, même les notaires sont en demande. Hein. Je suis persuadée, les notaires également sont en demande parce qu'il faut, au-delà de tout ce que nous connaissons déjà en termes de règlement de copropriété, d'état descriptif de division, je pense qu'il serait bon de renforcer les capacités aussi de ceux-là qui sont en première ligne et sur lesquels les pouvoirs publics comptent effectivement beaucoup s'appuyer pour pouvoir mener à bien ces opérations de mise en copropriété et également de développement de ce genre aussi de dispositifs, par exemple de vente en état futur d'achèvement, qui n'est pas très bien maîtrisé par les promoteurs immobiliers qui ont tendance à tout mélanger. Et puis, à la fin, on a vu des promotions ici qui ne sont pas allées à terme parce qu'elles avaient été mal conçues. Et les gens sont restés sur la paille, hein, des acquéreurs, après avoir investi des sommes importantes. Je crois que le besoin en formation est important, le besoin de remise à niveau des uns et des autres est important et ce ne sera pas une mauvaise chose. Iroun, donc vous représentez la République de Maurice. Est-ce que ces propos vous parlent, au fond ? Oui, tout à fait. C'était un peu pour ça que je souhaitais intervenir à nouveau. C'est sur cette question d'inégalité, de développement économique et de la copropriété. Et là, je pense que ce serait intéressant de vous partager l'expérience de Maurice et de voir que finalement, c'est des problématiques qu'on voit partout. Ce que Maurice a fait, et je crois que c'est une stratégie qui doit être adoptée de partout, c'est pour réduire les inégalités, il faut pouvoir créer des opportunités aussi.
Et c'est ce que Maurice a fait, notamment à travers l'immobilier. Je vous ai parlé des projets, des programmes de Smart City, etc. Donc on peut penser que voilà, Maurice a privilégié que des grands développements, etc. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ouvrir l'accès de l'immobilier aux étrangers, donc des promotions immobilières qui sont autorisées à vendre aux étrangers, ne doit pas être réservé que pour une minorité des grands promoteurs fonciers. Et qu'il fallait donner l'opportunité à n'importe quel promoteur mauricien qui a un projet de pouvoir le faire. Et donc c'est ce qui a été fait. Très rapidement, on a mis en place des programmes qui ont permis à des petits propriétaires fonciers de développer des projets et ensuite d'ouvrir l'accès aux étrangers. Ça a permis aussi, on a évolué en ouvrant par exemple l'accès des appartements construits à des étrangers aussi. Donc du coup, ça ouvrait une panoplie d'opportunités à un ensemble de promoteurs de différents niveaux. Donc ça a été une chose qui a permis de réduire cette inégalité en termes de l'accès. Deuxième chose que ça a permis de faire, c'est un peu l'évolution aussi, on va dire, de la culture mauricienne. Faut savoir que Maurice, pareil, a connu un long chemin de progression, mais avec son succès remarquable de son développement économique pendant ces 50 dernières années, donc il y a eu forcément une amélioration du pouvoir d'achat et ça a aussi apporté un changement dans la culture, on va dire, de la jeune génération d'aujourd'hui. Auparavant, c'était surtout les parents qui avaient leur maison. Les enfants vivaient avec leurs parents, se mariaient, construisaient un étage en haut. Donc on voyait des maisons comme ça qui se rajoutaient au fil du temps. Et c'était normal. Pourquoi? Parce que l'accès au foncier, aller construire une maison, c'était cher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de voir un changement dans cette tendance. La tendance aujourd'hui, c'est qu'avec le pouvoir d'achat qui s'est amélioré suite au développement économique, aux différentes opportunités que les jeunes ont eues, aujourd'hui, ils sont en train de s'émanciper de ce modèle. C'est-à-dire, ils se disent que voilà, on peut maintenant commencer à aller vivre dans des appartements, qui était quelque chose qui n'était pas dans la culture mauricienne. Mais aujourd'hui, ça rentre dans la culture mauricienne et du coup, ça a permis un certain nombre de promoteurs, et ça aussi, grâce finalement à cet amendement, cette évolution du Code civil avec la copropriété, ça a permis donc à beaucoup de promoteurs de développer des projets d'appartements de qualité, mais pour les locaux, avec des prix beaucoup plus accessibles, avec une qualité équivalente à ce qu'on trouverait ailleurs. Et donc, je crois que c'est cet ensemble qui a permis cette évolution, de faire évoluer cette mentalité, d'aller vers de la verticalité. Donc, on voit aujourd'hui dans les villes, dans le centre de Maurice, de plus en plus de construction en hauteur. C'est sûr qu'on va aller vers plus de densification, parce que la population mauricienne reste quand même assez faible. Et on doit pouvoir augmenter cette démographie, donc d'où l'ouverture, pas juste aux Mauriciens, mais aussi aux expatriés. Donc oui. Le ministre a récemment annoncé sa volonté de pouvoir attirer plus de 50 000 expatriés à Maurice, expatriés à tous les niveaux, ça peut être des retraités, des professionnels, des jeunes familles. Donc aujourd'hui, ce cadre, cet écosystème qui existe avec ces différentes opportunités, avec ce cadre juridique qui est très sécurisant et qui apporte la confiance, aujourd'hui, ça apporte une réelle opportunité dans, on va dire, la prochaine phase du développement économique de Maurice. Oui, ce qu'on entend, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, ce que vous êtes en train de nous exprimer, c'est qu'il y a une évolution des mœurs. Vous avez pris en compte, je dirais, la cohésion sociale, la volonté de permettre peut-être aux moins nantis d'accéder à la propriété, je dirais à des propriétés d'un nouveau type, mais certes qui leur permet de réaliser, je dirais, leur envie, leurs rêves, tout en respectant un certain nombre d'enjeux économiques, environnementaux. Je pense que la phrase que vous avez utilisée pour réduire les inégalités, ouvrir les opportunités, en fait, résume bien votre propos. C'est-à-dire que c'est pas juste de la construction de bâtiments. Ces enjeux-là sont bien au-delà et appartiennent d'une certaine mesure à la cohésion d'un pays avec toutes ses dimensions, y compris, je dirais, j'ai envie de dire, c'est peut-être même le plus important, humaine, en fait, bon, c'est le plus important. Sur la question, donc, sur cette question de kit, finalement, quand vous avez créé cette équipe, Pierre, pluridisciplinaire, enfin, dont vous êtes le coordinateur, qu'est-ce qui vous a... Pourquoi d'abord ces outils? Enfin, ce ne sont que des outils, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de les construire? Ce n'était pas juste un simple exercice, je dirais, de rhétorique ou pratique.
Alors, avant de répondre à votre question, Alain, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Régine de Collins sur le Cameroun. Oui, bien sûr. Parce que la mission à laquelle j'ai eu le plaisir et la responsabilité de participer, c'était une grande fête organisée par le gouvernement camerounais parce qu'il y avait eu la mise à disposition des premiers immeubles verticaux construits par des promoteurs chinois. Et donc le ministre et nous-mêmes sommes allés inaugurer cet ensemble immobilier. Il devait y avoir une dizaine d'immeubles de 4 ou 5 étages, parfaitement réussis techniquement. Mais quand on a commencé à poser les questions, rien n'était prévu pour la répartition des charges d'espace commun, rien n'était prévu pour les voiries, rien n'était prévu pour la desserte en eau, etc. Et c'est vraiment là qu'on a pu expliquer au ministre du Logement ou des Affaires foncières camerounais que la copropriété, ça se réfléchissait aussi avant. Et ce qu'a dit Régine, c'est que malheureusement, compte tenu de toutes les difficultés, certaines réticences quand même de professionnels, les titres de propriété ne sont pas encore remis aux acquéreurs de ces immeubles, parce qu'à mon avis, la copropriété a rencontré beaucoup de difficultés. D'où, je crois, l'impérative nécessité d'aller sur place porter la bonne parole, j'allais dire. Alors, pour revenir à votre question, Alain, sur les kits. Alors, les kits ont été conçus, je parle sous le contrôle de mes amis, les kits ont été conçus en fait comme une boîte à outils, hein, c'est la formule qu'on a employée tout le temps, c'est-à-dire qu'en réalité, on voulait, à partir de l'expérience française, proposer un certain nombre de documents. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est logique, c'est-à-dire d'abord un cadre de loi, ensuite tous les actes qui correspondaient à la mise en copropriété, puis les plans de géomètre, et ceci sous une forme adaptable à tous les systèmes juridiques qui peuvent être intéressés par ces outils. Donc ce n'est pas des modèles, hein, j'insiste beaucoup sur ce point, ce ne sont pas des modèles, ce sont des cadres qui se sont servis, enrichis de l'expérience française. Voilà dans cet esprit-là qu'il faut le faire. Alors, pourquoi 2 kits? Eh bien, parce qu'il paraissait logique, pour parler de la copropriété, de réfléchir à la manière dont elle se mettait en place. Et en France, donc, depuis maintenant un demi-siècle, mais peut-être plus, la réflexion a amené à mettre en place un système qui est à la fois un système protecteur, là aussi ça répond aux questions évoquées par Régine, un système qui est mis en place pour protéger à la fois le promoteur qui est sûr d'être payé de la construction qu'il va faire au fur et à mesure de la construction, mais surtout un outil de protection de l'acquéreur qui est sûr que le promoteur ira jusqu'au bout de la construction et s'il ne va pas jusqu'au bout, sera remplacé pour aller jusqu'au bout. Mais c'est un système qui est basé sur une culture juridique qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un système bancaire important, un système d'assurance important. Et donc, là aussi, ce que nous proposons, c'est une réflexion qu'il faut approfondir avec les systèmes juridiques qui seront intéressés pour voir ce qu'on peut mettre en place avec eux pour avoir les mêmes résultats. Ce que j'ai envie de dire, Gérard Rouleau, c'est qu'au final, ces outils sont des outils et nécessitent toujours, j'ai envie de dire, une mission de terrain, une présence sur le terrain pour prendre en compte les réalités qu'on ne perçoit pas quand on est à quelques milliers de kilomètres. Comme a dit Pierre, c'est des outils qui sont adaptables. C'est un cadre. On a voulu mettre dans ce kit quand même un exemple pour bien montrer, pour illustrer. Et dans cet exemple, on illustre avec des documents graphiques, parce que parfois une bonne image est quand même mieux qu'une longue explication. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir des plans qui définissent clairement les répartitions de l'immeuble. Mais un point important qui est dans ce kit, c'est aussi, je voudrais insister sur, en maison, vous avez un voisin à droite, à gauche. Dans un immeuble, vous avez aussi au-dessus, en dessous, et parfois même sur plusieurs niveaux.
Et c'est peut-être pas simple de vivre ensemble, ça, source de conflit, c'est ce qu'a dit aussi tout à l'heure les intervenants. Donc, il est évident en plus que dans certains pays, la copropriété sera une façon nouvelle de vivre et ça ne sera peut-être pas simple à adapter. Donc habiter dans une copropriété, c'est respecter un contrat entre les copropriétaires et il convient que dès le début, le contrat soit parfaitement rédigé pour qu'il soit bien adopté. Et un élément du kit, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, c'est il y a une méthodologie pour calculer les quotes-parts de copropriété. C'est vraiment une méthodologie de calcul qui indique comment on calcule les quotes-parts de copropriété et aussi les tantièmes de charge des équipements collectifs. Et il ne faut pas oublier que ces quotes-parts de copropriété servent aussi aux voix des copropriétaires lors des assemblées, lors des décisions pour les votes. Et il est nécessaire surtout que ces calculs permettant l'attribution de ces quotes-parts soient vraiment transparents et basés sur des critères légaux sans équivoque. Oui, d'où l'importance du juridique. Voilà. Mais au final, on se rend bien compte qu'une mission de terrain, enfin je dirais un accompagnement dans la durée, je vais vous donner la parole, Héroun, parce que moi ce que j'ai bien compris au travers de l'exemple que vous avez développé, c'est ce travail d'équipe. En fait, on n'arrive pas comme ça à une équipe opérationnelle qui vient, répond, elle est opérationnelle d'abord parce qu'il y a une expertise et un savoir-faire, mais aussi elle répond à la demande d'institutions, d'État. Il y a toujours derrière ça, je dirais, une mise en place ou d'organisations para-étatiques ou même, je dirais, qui mélangent différents enjeux, des promoteurs, enfin, il y a beaucoup de choses opérationnelles, mais en même temps qui demandent toujours cette espèce d'accompagnement très fin, parce que des choses peuvent ne pas être visibles, au fond, tout de suite. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et il est clair que dans ce type de projet de partenariat, il faut que les donneurs d'ordre, donc là en l'occurrence l'État mauricien, aient une vision claire de ce qu'ils souhaitent faire avec les objectifs. Et ça a été le cas pour Maurice. C'est-à-dire avant de venir avec cet appel d'offres, il y a eu un travail qui a été fait en amont de recherche, de bien définir nos besoins, de ce qu'on veut faire, où on veut aller. L'idée, c'est pas simplement de moderniser la loi et d'avoir un nouveau code civil, mais c'était surtout de voir comment on pouvait concrétiser des opportunités déjà qui étaient en cours, parce qu'il y avait des projets, et d'autre part, créer encore d'autres opportunités. Donc je reviens encore à ce mot qui est essentiel, et je crois c'est ce qui a permis de faire évoluer les choses. Donc quand cette équipe est arrivée, c'est qu'on avait déjà, donc l'État, les institutions, donc avaient déjà une idée précise, les promoteurs savaient clairement quelles étaient leurs problématiques qu'ils avaient dans la structuration de leur projet et de ce qu'ils voulaient faire. Et l'équipe, finalement, est arrivée et a apporté les solutions à tout ça, et même plus, je dirais. Alors, on se rend bien compte que, Eliane, quand vous êtes en mission sur le terrain, il y a de nombreux interlocuteurs, de nombreux enjeux, et on est très, très au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire d'une simple volonté de construire, je disais tout à l'heure, des bâtiments. Ça, certes. Alors, je crois que d'abord, la première chose, c'est l'expertise qu'a fait l'équipe. Parce qu'on a regardé, bien sûr, les textes, ça, c'était la première chose. Et puis après, nous avons été sur place. Et là, je crois que, et c'est toute l'importance de la mission, c'est qu'on a pu rencontrer tous les acteurs. Que ce soit les acteurs de l'État, les promoteurs, bien sûr, les notaires, qui ont été très importants parce qu'ils avaient tous des idées bien précises sur ce qu'étaient les manques, ce qu'ils envisageaient. Et donc, chacun a pu s'exprimer. On a rencontré également les géomètres experts qui s'appellent les arpenteurs, je crois, me souvenir en tout cas. Et nous avons rencontré également les syndics de copropriété, ceux qui vont administrer les copropriétés ou les grands ensembles. Et ça, c'était très important. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel. Parce que ça nous a permis vraiment de constater... Alors, nous avons été aussi, et je vais l'oublier, sur place, voir des terrains, voir des opérations en cours, voir des opérations déjà réalisées. Le mixage, justement, entre l'habitat, le commerce, les loisirs, tout ça, c'était très important. Ce qui pouvait être vertical, ce qui pouvait être horizontal. Et ça, j'ai trouvé que c'était ce qui nous a permis, je crois, de vraiment accompagner au mieux ce que souhaitait le gouvernement mauricien et ce qui était dans l'appel d'offres, ce qu'on ne pouvait pas voir et qu'on a vu sur place. Oui, rien ne remplace la réalité. Et je sais, pour vous connaître un peu, que vous êtes une...
Hein. En 2 jours. Eh bien, ça a dû être... Mais ça a dû, en même temps, vous donnez... C'est intéressant, vous donnez les uns et les autres... On a l'impression que les notaires, souvent, enfin, l'image classique du notaire dans son bureau, dans son village, tout ça a complètement explosé avec les nouvelles technologies. Vous qui êtes une spécialiste des questions environnementales, je vous imagine très bien sur le terrain, avec avidité, aller voir les uns et les autres et discuter pour essayer de bien comprendre. Alors, on a vu des choses exceptionnelles qui nous ont permis justement de voir qu'il y avait vraiment une dimension environnementale qui était clairement voulue et affirmée. Et on l'a vraiment ressenti. Et on l'a ressenti de tout le monde, c'est-à-dire y compris des promoteurs qui, comme l'a dit très justement une consoeur, je crois camerounaise, qui n'est pas toujours ressenti, puisque en fait on construit un immeuble, bon, mais il y a tout le reste. Et là maintenant, c'est tout le reste qui prime par rapport à la construction, qui vient s'insérer. Merci beaucoup, Eliane. Alors, on s'oriente tout doucement vers la fin de ce webinaire. Donc, chers amis qui nous suivez, si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment, c'est l'instant. J'en ai encore quelques-unes en stock là, que je vais poser à Oumar Sylla, qui est en ligne avec nous et qui est le directeur pour l'Afrique d'ONU Habitat. Oumar, j'ai une question tout à l'heure. Dans ton propos introductif, tu as parlé de la Covid et des conséquences en Afrique. On a du mal peut-être un peu à évaluer de ce côté-ci, en tout cas du côté européen. J'ai une question d'un internaute qui dit: y a-t-il un changement dans les codes d'urbanisation après Covid-19 ? J'ai presque envie de dire qu'on est encore dans la Covid-19. Hein. Oui, tout à fait, Alain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus nous mettre dans une perspective après Covid-19. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire l'analyse des dégâts que ce Covid a fait sur le secteur urbain. Donc, et on le voit très bien d'un point de vue économique, social, environnemental. Et nous, ce qui est ressorti de nos perspectives en tant qu'ONU Habitat, avec toutes les études que nous avons faites sur les rapports entre ville et pandémique, il y a une nouvelle culture à inculquer aux autorités locales. Donc, si nous voulons vraiment anticiper les conséquences et même anticiper les autres cas de maladie qui vont arriver, on parle déjà d'intégrer la dimension santé et sanitaire dans la planification urbaine. Et on a parlé de densité et aujourd'hui, à travers tout le monde, on parle des villes à 15 minutes pour permettre aux citoyens d'avoir accès à toutes les infrastructures sur un espace de 15 minutes, mais aussi la dimension sanitaire. Maintenant, il faut l'intégrer. Mais aussi la manière de construire. Je pense qu'on parle de copropriété et autres, mais le Covid, avec la distanciation sociale, nous révèle aussi qu'il y a une autre manière d'aménager nos espaces communs, nos espaces de vie, même au niveau de l'appartement. Je pense que ça fait un appel aux architectes maintenant pour prendre en considération et diminuer la proximité, là où il n'y a pas donc les possibilités d'avoir, si vous voulez bien, ce qu'on appelle les appartements à grand standard. Et quand on parle aussi de mixité sociale, je pense qu'il y a toute cette dimension à prendre en considération. Et maintenant, d'un point de vue codification, il y a des choses à faire, en effet, pour pouvoir anticiper sur les pandémies, pour pouvoir anticiper sur un espace social. Mais nous, ce que nous promotons aussi, c'est s'assurer que dans tout aménagement d'habitation ou de résidence, qu'il y ait de l'espace aussi vert pour tout le monde. Et ça, c'est automatique. Pour nous, comme je viens de le dire avant, la construction, ce n'est pas seulement le bâtiment, mais aussi c'est son environnement. Permettre à tout un chacun d'avoir accès à un espace de jeu, de cohésion, de connexion, mais aussi à avoir accès aux espaces d'infrastructure. Je pense qu'effectivement, nous envisageons un changement dans la planification urbaine, mais aussi dans la manière de gérer les villes d'une manière générale. À vous, Alain. Oui, Oumar, merci de cette réponse. Là, tu parlais du temps de travail entre le lieu d'habitat et, je dirais, le lieu où on travaille, effectivement. J'ai justement une question assez intéressante d'un internaute qui dit avec le télétravail qui devient presque le mode utilisé par les entreprises, et quand on sait, je dirais, l'importance de la digitalisation, de la numérisation dans le monde entier, en Afrique, l'importance du téléphone portable, les services qu'il rend, même qui sont très avancés par rapport même à un pays comme le nôtre en France, en termes de paiement direct, en termes de prise d'assurance, enfin, tous les services qu'il peut rendre. Cet internaute dit: quelle solution du résidentiel et habitat dans les villes? En fait, on en revient, si vous êtes d'accord avec moi, Oumar, on en revient à la question
je dirais, de la construction intelligente qui répond à des enjeux climatiques et qui permet aussi le développement économique des pays dans lesquels tous ces gens vivent? Pour moi, Ami, je pense qu'il faut une nuance à cette question de digitalisation et de télétravail. Ma première assumption est que rien ne peut remplacer, si vous voulez bien, l'espace humain. Et ça, c'est toujours important pour la coexistence, mais aussi pour le développement économique. Hier, j'ai regardé un documentaire sur New York avec les conséquences de Covid sur Al Jazeera. Et vous verrez comment ce Covid a rendu maintenant la ville de New York comme étant une ville fantôme. Il n'y a plus rien dans les villes. Ce qu'on appelle ces grands espaces de Times Square et tout ça, c'était désert, les magasins fermés. Et il y avait vraiment un souci qui a été exprimé, même en matière de taxation système. À mon sens, là, on tend vers un équilibre entre les deux. Parce que jusqu'à présent, je pense que nous qui travaillons aussi dans le business international, c'est toujours important d'aller rencontrer les gens et discuter les choses. Le temps que tu le fais au niveau virtuel ne le permet pas de rentrer dans les détails. Donc pour moi, je pense que la question, le futur de ce monde, c'est de trouver un équilibre entre la présence humaine et ces aspects virtuels. Toujours est-il que dans la logique économique dans laquelle nous inscrivons, l'individu est au centre de tout. Donc pour moi, on n'est pas encore là où on peut substituer, si vous voulez bien, la présence humaine. Donc ça, il faut qu'on soit très clair. C'est vrai, les éléments digitaux nous amènent vers des innovations, vers une certaine rapidité des opérations qui est bien, mais aussi vers une certaine maximisation du temps des individus. Mais à mon sens, dans le cadre de la planification aussi urbaine maintenant, et quand on parle de Smart City, il faut voir aussi les éléments qu'on en a besoin. Je pense qu'Alain, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Pour moi, quand on parle de ville intelligente, première chose, c'est le cadre dans lequel on vit, s'assurer qu'il y a une bonne planification. On ne peut pas parler de ville intelligente là où on a des quartiers précaires ou bien un désordre dans l'occupation de l'espace où les véhicules se garent très bien. Ce qui veut dire aussi que cette dimension de planification et de gestion urbaine seront là et seront toujours importantes pour donner les bases d'une ville qui va émerger avec la technologie, avec la participation citoyenne aussi, qui est très, très importante. À vous. Merci Oumar. Vous avez utilisé l'expression espace humain, vous avez utilisé humain à nouveau. Ce que vous venez de dire est presque une conclusion. Et quand on vous connaît, et je vous connais un peu maintenant, la dimension humaine n'est pas la moindre de vos qualités. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous flatter. On s'oriente vers la fin de ce webinaire. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de conclusion, une dernière intervention? Héroun? Avec plaisir, pour dire qu'on a fait tout ce travail jusqu'à présent, donc avec le soutien du Conseil supérieur du notariat, que c'est un travail qui n'est pas terminé. Donc on commence à réfléchir maintenant sur la prochaine phase d'évolution de notre cadre immobilier, du droit immobilier à Maurice, notamment tout ce qui touche au cadre de l'aventure plan avec la VFA, les garanties financières d'achèvement, etc. Donc ça, c'est un chantier que nous commençons à en regarder de près, toujours pour améliorer et rendre plus attractif et proposer d'autres opportunités. Et l'autre aspect que nous regardons donc en ce moment, c'est la mise en place de la signature électronique. C'est un élément qui va pouvoir faire avancer encore plus vite, améliorer le process, réduire le cycle d'acquisition et faciliter la vie de tout le monde. Et on sait pertinemment qu'en France, c'est un secteur qui est très très avancé. Donc voilà, l'aventure n'est pas terminée, bien au contraire. Et je tiens à remercier au nom de l'État mauricien, de l'Economic Development Board, qui a piloté ce projet, de ce travail qui a été fait et, on va dire, du travail à venir prochainement. Alors, vous l'avez dit, l'aventure n'est pas terminée. En tout cas, la nôtre, elle se termine. C'est, je dirais, presque le mot de la fin de ce webinaire face à l'urbanisation galopante dans les pays en développement. Quelle solution? J'espère en tout cas que nous aurons apporté quelques solutions à cette question et ouvert des perspectives de réflexion pour l'avenir. Merci à toutes et merci à tous et à bientôt.